Espace TV, le 22h. Vous nous regardez à Toudé Koubia, toutes nos excuses pour ce léger retard et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le 22 juin dernier, le FNDC avait observé une trêve d'une semaine pour donner de la chance aux sollicitations de dialogue faites par les sages religieux, le Premier ministre et plusieurs actions de personnes de bons offices. Mais après constat qui ne rassure pas, fin est désormais mise à cette trêve. Les raisons à suivre dans cette édition d'information. Pénurie de carburant, les usagers de Cancan souffrent encore le martyre. Pas de station-service fonctionnelle et à date, le litre se négocie entre 20 et 50 000 francs guinéens. Une situation qui agace les citoyens en mouvement dans la région. Et puis sport, on en parlera dans ce journal avec le comité de normalisation qui met les arbitres guinéens à l'école. C'est une façon pour le CONOR de les préparer pour les compétitions internationales à venir. C'est tout pour le sommaire et bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Après une trêve pour donner de la chance à un cadre de dialogue, la coordination du FNDC dit constater avec regret et désolation qu'aucune avancée significative n'est perceptible pour créer les conditions idoines afin de recadrer la transition en Guinée. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, la coordination sollicite l'intervention de la CEDEAO, Mamoudou Babila Keita, Aïssata Kourouma et Djibril Kabak Kamara. Visiblement, le FNDC n'en peut plus. Après une trêve d'une semaine pour donner de la chance à la mise en place d'un cadre de dialogue tel qu'il le souhaite, le Front National pour la défense de la Constitution annonce la reprise des manifestations. Il met fin à la trêve pour, dit-il, avoir constaté le manque de volonté des autorités de la transition à aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Pour la coordination du FNDC, la dernière rencontre avec les forces vives n'était qu'une manœuvre de communication pour le CNRD et le gouvernement. Il faut craindre que les troubles qui vont en découler n'embrasent la Guinée au terme des 11 ans de gouvernance de M. Alpha Condé. Ces préoccupations, selon le FNDC, font non seulement suite à la conduite solitaire et autoritaire de la transition par le CNRD et le gouvernement, mais aussi les atteintes graves aux droits de l'homme et libertés fondamentales. Le FNDC sollicite la bienveillance des instances compétentes de la CEDEAO qui se réunissent ce 3 juillet 2022 pour demander au CNRD, au nom de la paix et la stabilité de la Guinée et de la sous-région, ce qui suit. L'ouverture d'un cadre de dialogue entre le CNRD, les acteurs politiques et la société civile conformément à l'article 77 de la Charte de la transition avec la facilitation de la CEDEAO. La coordination nationale du FNDC dit prendre toute sa responsabilité citoyenne pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment le droit de manifester conformément aux engagements nationaux, régionaux et internationaux de la Guinée. Par ailleurs, le Front National pour la défense de la Constitution souhaite fermement que la CEDEAO préside ce cadre de dialogue. On en parlait hier. Après le décès tragique de la petite Mariam Touré, âgée seulement de 9 ans, ce vendredi, le procureur général près la cour d'appel de Conakry s'est rendu dans la famille mortuaire pour consoler les parents de la victime. Lors de cette visite, Alphonse Charles Wright a annoncé que des enquêtes sont déjà ouvertes et plus de 6 personnes sont interpellées pour des fins d'enquête. Le reportage est signé Lamine Kaba, Mamadou Aliouba. Alphonse Charles Wright a été accueilli par une mère et un père encore en larmes. Des parents qui ne reviennent toujours pas de la disparition tragique de leur première fille, qu'ils ne reverront jamais. Même quand on m'offre de l'argent aujourd'hui ou qu'on me loge dans un immeuble, mes enfants sont ceux que j'ai de plus cher. Vu qu'elle est déjà morte, je ne peux plus la faire revenir en vie. Ceux qui l'ont tuée, ils nous ont simplement fait peur. Pour répondre aux attentes d'une famille désemparée, des enquêtes sont déjà ouvertes et plus de 6 personnes ont été interpellées. Aujourd'hui, il y a des personnes suspectes
qui ont été interpellés. C'est-à-dire au-delà des autorités religieuses qui ont été interpellées hier, on a procédé à l'interpellation de 6 autres personnes. Les personnes qui ont été interpellées, il existe des indices concordants qui laissent croire que ce sont eux qui ont consommé cette infraction crapuleuse. Après l'étape de la famille, le procureur général s'est rendu dans la mosquée où le corps de la jeune fille a été retrouvé. À la suite d'un premier constat de terrain, Charles Wright affirme. Aujourd'hui, étant sur les lieux, ça nous a permis de comprendre qu'il y avait un groupe de jeunes qui étaient venus, renvoyés par la grand-mère au niveau de la concession familiale pour des fins de maraboutage, pour des fins de fétichisme. Comment un corps d'une fille ligotée peut être retrouvé dans une toilette dans l'enceinte d'une mosquée. Aujourd'hui, ça nous a permis d'affirmer d'emblée que le corps n'a pas été retrouvé dans la mosquée. Nous sommes en face comme ça de cette mosquée. Ça, il faut que ça soit quand même clarifié au niveau de l'opinion. Mariam Touré a été violée avant d'être tuée par ses bourreaux sur la route d'une commission de sa grand-mère. Le parquet de Conakry compte requérir la perpétuité pour les coupables afin que ces derniers servent d'exemple. Il faut noter qu'aux dernières minutes, la maison de la grand-mère à Mariam Touré a été incendiée par les populations en colère qui l'accusent d'avoir sacrifié sa petite fille pour des raisons de fétiche. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. C'est incroyable, voire surréaliste pour toute la protection civile de la commune de Matoto, la plus grande d'ailleurs, une seule camionnette transformée en ambulance. Puis, cette camionnette n'est pas couverte et est vétuste. À cela s'ajoute un seul fourgon pompe-tonne ou citerne de 2000 litres qui finit en 10 minutes de pompage ou maximum 20 minutes. Tenez-vous bien, ces deux équipements sont des dons. C'est dans ces conditions que la nouvelle chef service incendie et secours de Matoto a pris fonction ce vendredi. Comment réussir la mission dans ces conditions? La nouvelle patronne se veut optimiste. Alseni Bari Aliouba. Service incendie et secours de Matoto. Commandant Aïcha Kamara s'apprête à prendre fonction. Dans son service, le constat est saisissant. Pour 38 quartiers avec près d'1 million d'habitants, juste ces deux camions. Le premier, c'est celui-ci. Une camionnette adaptée en ambulance non couverte. Pas besoin de dire que l'intervention à saison pluvieuse est pratiquement impossible. Et pourtant, c'est la seule ambulance pour toute la commune. Pour les accidents, des morts, des incendies, c'est sur elle qu'il faut compter. Le second engin est un fourgon pompe-tonne ou citerne. Avec 2000 litres qui finissent en 10 minutes, au maximum 20 minutes, quand on est victime d'incendie, il faut implorer le Seigneur. Les deux camionnettes sont vieillissantes et vétustes. Chaque fois on est en formation, les éléments sont là, on est prêt à partir. Le camion là ne peut pas couvrir tout Matoto. Quitter de Dabondi jusqu'à Dapompa, quand il y a l'incendie à Dapompa, il faut que le camion quitte ici pour aller jusque là-bas. Donc la commune est très vaste pour le camion. Il nous faut des matériels, des camions. On pourrait même se réjouir d'avoir ces deux, car ce sont des dons. Malgré tout, la nouvelle chef-service est optimiste, mais tout porte à croire que sa mission est impossible. Ici, ce n'est pas un service qui est un peu facile parce qu'avec l'incendie, une femme dans l'incendie, dans le sauvetage, ce n'est pas facile. Mais si tu veux, tu aimes, tu peux. Sur les équipements, l'inspection générale des services de police et de protection assure que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour accompagner les services de protection civile. Les jours passés, il y a eu un lot d'équipements qui a été déjà mis à la disposition de la Direction générale de la protection civile. Tout récemment, il y a moins de 2 semaines de cela, il y a eu une cérémonie de sortie de certains cadres de cette direction qui ont eu à suivre une formation de renforcement de capacité. Il ne faut certes pas occulter les efforts du gouvernement, mais nous voilà au service d'incendie et de secours de Ratouma. L'état de l'ambulance répond à bon nombre de questions que les citoyens se posent sur l'efficacité de nos services de secours. A noter que 4 directeurs techniques et leurs adjoints des services d'incendie et de secours des 4 communes, en plus de ceux des régions administratives, ont pris fonction.
Ce vendredi débute le repos biologique sur les eaux guinéennes et c'est là pour 2 bons mois. Cette décision du ministère de la Pêche et de l'économie maritime est appréciée par les acteurs et responsables de la pêche industrielle. Pour eux, elle pourrait favoriser la reproduction de certaines espèces aquatiques. Marissa Camara et Abdoulaye Camara pour le reportage. Pendant 2 mois, aucune activité de pêche par les chalutiers ne sera permise dans la zone maritime guinéenne. C'est le repos biologique, une mesure qui doit permettre la reproduction des espèces halieutiques qui se raréfient en raison de la surpêche. Quand il y a l'effort de pêche qui se multiplie par 25 en l'espace de quelques années, il faut ça pour permettre à la ressource de se reconstituer, pour permettre à certains poissons qui naissent pendant la saison des pluies de grandir. Pour un repos biologique réussi, il faut une surveillance rigoureuse et tous devraient y contribuer. C'est d'associer la pêche artisanale motorisée qui a le droit de pêcher, mais créer ce qu'on appelle ou mettre en marche ce qu'on appelle la surveillance participative. N'importe quel navire vous apercevrez dans nos eaux, en partant bien sûr de la pêche artisanale motorisée, prenez le numéro, la position GPS, amenez-nous, on donnera à qui de droit. 2 mois sans activité, mais comment les marchés seront approvisionnés? À la Fédération patronale de la pêche industrielle, des dispositions vont être prises. Quand on dit repos biologique, bien sûr qu'il n'y aura pas la pêche démersale, mais il faut aussi penser à approvisionner la population en poissons. Ce n'est pas aussi le repos du panier de la ménagère. Donc nous sommes en train de voir comment observer ce repos biologique, mais comment approvisionner aussi le marché en poissons, en produits halieutiques. Les premières pluies sont toujours marquées à Conakry par des dégâts à travers la ville et les habitants du quartier qui ont été victimes d'inondations dans la nuit du jeudi au vendredi aux environs de 3 heures du matin. Plusieurs concessions inondées, pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels très importants. Fodé Ibrahima Bangoura et Djibril Kabak Kamara nous font le point. C'est à Kissoso Nord, dans la commune de Matoto, où une activité de bitumage de rue est en cours depuis 5 ans, que les populations se sont réveillées la nuit dernière les pieds dans l'eau. Pour ces sinistrés, les canaux habituels d'évacuation des eaux de ruissellement ont été orientés par les travaux en cours. L'inondation, l'origine, c'est surtout les travaux que la société est en train d'effectuer sur la route là-bas. Donc, ils ont barré certains endroits. Sinon, avant, il n'y avait pas d'inondation. Mais depuis qu'ils ont commencé la route là, ils ont enlevé les garde-fous. Pas de pertes en vies humaines, mais les maisons complètement inondées, les documents mouillés, les murs effondrés sont entre autres dégâts matériels dont ces populations sont victimes. En fait, moi je dormais, c'est dans les environs de 3 heures. Mon jeune frère a tapé à ma fenêtre, soit disant que l'eau a inondé la maison. Je me suis réveillé, j'ai trouvé effectivement toute la maison était envahie. Elles appellent l'État à leur venir en aide avant que le pire ne se produise en achevant ces travaux de bitumage aujourd'hui abandonnés par l'entreprise. Bien que l'autorité guinéenne vienne en aide, en quoi faisant? C'est-à-dire en accélérant les activités de travaux qui sont là, tout en essayant de dégager les fossés, afin que l'eau puisse couler dans les fossés, ne plus traverser. Si toutefois vraiment ils nous aidaient à faire cela, que les activités finissent vite, avant que la saison pluvieuse n'avance, vraiment nous serons très bien satisfaits. Nous avons tenté de voir nous-mêmes la véritable source de ces dégâts, mais nous avons tout de suite été sommés par ce jeune de quitter. C'est un reportage rendu en studio par Mohamed Moustapha Touré. Et depuis près d'une semaine maintenant, le carburant est recherché comme de la drogue dans la préfecture des Cancans. Aujourd'hui, 1 litre d'essence est négocié entre 20 et 50 000 francs guinéens dans le marché noir qui est désormais interdit, il faut le rappeler, par les autorités locales. Ne sachant plus à quel sens se vouer, des citoyens tirent la sonnette d'alarme et interpellent les autorités. Alpha Oumar Kouita, notre correspondant régional. Ce cri de déception est celui d'un jeune ingénieur en détresse
qui peine à rejoindre son lieu de travail faute d'essence dans son réservoir. Actuellement, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas encore l'essence pour le déplacement. Il n'y a rien à manger. Mais où nous allons? Comme lui, Rokiatou Traoré et cet autre ingénieur sont aussi bloqués là pour les mêmes raisons. Mon carburant est fini. Il n'y a pas de carburant à la station ni au marché noir. Vraiment, nous sommes fatigués. Je suis sorti seulement, arrivé comme ça, l'essence est finie. J'ai poussé, ma moto même est garée ici. Depuis le matin, je suis à la station, mais je ne gagne pas l'essence. 1 litre d'essence se négocie actuellement entre 20 et 50 000 francs guinéens dans le marché noir. Là aussi, pour le trouver, il faut se servir de ces relations depuis l'interdiction de celui-ci par des autorités locales. Sur le marché noir même, c'est difficile pour voir. Tu cesses et tu vas plaidoyer quelqu'un même pour qu'il puisse te donner à ces prix-là. 50 000 francs ou bien 45 000 francs. Vous voyez, c'est pour cela que nous demandons le gouvernement pour qu'il vienne au secours pour la population guinéenne. Autrement dit, en Haute-Guinée ici. L'inspecteur régional des hydrocarbures en Haute-Guinée lui trouve une explication à cette pénurie de carburant dans les stations-service. Le stock que nous avons peut faire fonctionner la préfecture de Kankan jusqu'à l'arrivée des nouveaux citernes. Mais c'est le comportement de certains acteurs et certaines populations qui fait qu'aujourd'hui il y a un attroupement autour, n'est-ce pas, des stations. À l'issue d'une rencontre de concertation qui a regroupé jeudi à la préfecture de Kankan, autorités administratives et judiciaires, services de sécurité et gérants des différentes stations-service de la ville, un comité de suivi et contrôle dans les stations-service a été mis en place pour pallier à cette crise. Hélas, cela n'a visiblement pas servi à grand-chose, car la population continue encore de tirer le diable par la queue en quête du carburant qui est recherché comme de la drogue. Une journée européenne du secteur privé s'est tenue ici à Conakry cette semaine. La rencontre a réuni des grands investisseurs guinéens. L'objectif est de garantir certains investissements qui sont à risque. Une forte délégation du patronat, la Chambre du commerce, le ministère du commerce étaient tous présents à cette rencontre. Amdiata Ndiaye pour le reportage. Cette journée européenne du secteur privé en Guinée vise à réunir tous les investisseurs, mais également rassurer les uns et les autres qui ont la volonté de travailler dans le pays. Et surtout, je note la volonté qui est celle du ministère du Commerce d'œuvrer pour que les cadres normatifs d'accueil des investissements soient le plus acceptables possible sur le plan international. Ce membre du gouvernement de transition se réjouit de la démarche de la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, avant d'encourager une franche collaboration. Je me réjouis de l'intérêt des instances européennes au secteur privé guinéen qui, comme je le présentais plus haut, est à peine renaissance, en pleine structuration et multiplie des contacts consulaires et institutionnels à l'international. Pour le Premier ministre de la Transition, tenir une telle rencontre est un grand espoir, mais il interpelle les entreprises européennes d'épauler les acteurs concernés. Des journées européennes du secteur privé en Guinée, au lendemain de la mise en place du bureau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat, après 18 ans de léthargie, est pour nous un signe d'espoir, en effet, pour le secteur privé et l'économie guinéenne. Dans son allocution, le Premier ministre exhorte également aux membres de la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, les entreprises européennes présentes en Guinée et patronat privé à monter des projets de coopération avantageux pour le secteur privé et pour la population guinéenne. La première réunion des membres du bureau exécutif des 8 chambres régionales du commerce, d'industrie et d'artisanat s'est tenue ce vendredi devant les représentants des 8 régions administratives. Il s'agit entre autres de faire la présentation du bilan des 3 mois d'exercice des 8 chambres régionales et les 5 antennes communales de Conakry. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara, reportage. Réunis en 8 administrations régionales, ces membres du bureau exécutif élargi au président des 8 chambres ont passé au peigne fin les difficultés auxquelles l'institution a été confrontée à un moment donné. Longtemps inexistante en raison des querelles internes, la Chambre nationale du commerce, d'industrie et d'artisanat a connu une grande restructuration à l'avènement du CNRD. Il a fallu d'abord taire les divergences. On est en train d'étudier les textes, voir ce qu'il faut
ce qu'il faut prévoir, ce qu'il faut amender et ce qu'il faut maintenir, puisque les chambres, c'est l'outil de l'État. Bokeh, la zone économique spéciale, est une région minière sur laquelle misent ses membres. L'installation d'un bureau pourrait apporter un plus au développement local, dit-on. Plusieurs projets ont été réalisés dans ce sens. Il ne reste plus qu'à recruter les salariés de l'administration consulaire et l'approbation du cadre organique. Aujourd'hui, il a été question de lire le statut, de faire comprendre le statut pour que chacun connaisse ses prérogatives. L'installation du bureau consulaire, c'est la première fois que le bureau exécutif se retrouve pour examiner le projet de règlement intérieur du cadre organique de l'administration consulaire et des commissions techniques. À cette première assemblée, plusieurs points ont été retenus et des questions soulevées. Cette assemblée générale devra pouvoir examiner et adopter le règlement intérieur, la charte d'éthique et de déontologie, le cadre organique, les grilles de salaire, les propositions de primes de représentation. La restitution de quelques missions effectuées au cours de ces mois était aussi à l'ordre du jour, mais également l'élaboration du budget des 6 derniers mois de l'exercice 2022. L'actualité hors de nos frontières, le Conseil de sécurité de l'ONU vient de renouveler le mandat de la mission des Nations Unies au Mali pour une année encore. Durant les protestations, il faut rappeler, à Bamako a dénoncé la passivité des soldats onusiens. Les autorités de la transition appuyées par la Russie et la Chine ont tout au long du processus insisté sur le respect de la souveraineté du Mali. Mamadou Kalisso, Aboubakar Din Kamara. Le ton des autorités maliennes était monté à la suite de multiples exactions commises sur des citoyens sans défense par des groupes terroristes. Ce, malgré la présence des unités de sécurité européennes et onusiennes. Selon Bamako, cette attitude de passivité est inacceptable. On exécute des innocents, on ravage des villages et ces organisations n'agissent pas. C'est pourquoi nous avons dit de façon très claire que cette fois-ci, si une force étrangère, si un pays ami doit intervenir au Mali, il doit accompagner les forces armées maliennes à assurer la sécurité des citoyens maliens. Les Maliens viennent de franchir un pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. Le code électoral voté par le CNT a été promulgué par le colonel Assimi Goïta. Ce texte stipule que tout militaire qui désire se porter candidat aux élections présidentielles doit démissionner 4 mois avant. Mohamed Sidibé fait partie de la commission loi au CNT du Mali. Pour lui, il n'y a pas d'amalgame. Si les Maliens décident que c'est tel ou tel qui va gérer la destinée du pays, je crois que l'opinion nationale et internationale doit pouvoir accepter le libre choix du Mali, à la seule condition qu'il faut que ces élections soient libres et transparentes. À quelques jours de la rencontre des chefs d'État de la CEDEAO sur les transitions en cours en Guinée, au Burkina Faso et au Mali, ces membres du CNT interpellent. Je lance un appel aux uns et aux autres de comprendre que le Mali est dans une situation critique. On n'a pas besoin de spéculer sur la situation du Mali. Le Mali a besoin de tous, de ses fils, de ses pays amis, des pays de la CEDEAO aussi bien que de la communauté internationale. Mais cela ne veut pas dire que nous allons renoncer à notre souveraineté en tant qu'État. Les oreilles restent pour autant tendues vers Accra pour les nouvelles décisions de la CEDEAO. Le réseau des animateurs en langue nationale organise un match de gala dénommé Unité nationale. L'objectif de l'initiative est d'unir les Guinéens pour une transition réussie et apaisée. Les couleurs de l'événement ont été annoncées à la faveur d'une conférence de presse tenue ce vendredi par les organisateurs de l'événement. André Mossier Milimouno, Aboubakar Keke Bangoura, reportage. Ils ont jugé nécessaire de recourir au sport pour promouvoir la paix entre Guinéens. Le réseau des animateurs en langue nationale compte réunir autour de ce match de football toutes les composantes sociopolitiques du pays. Une façon pour ces animateurs de renforcer le tissu social. Le message que nous avons voulu formuler à l'endroit de tous les acteurs de cette transition, c'est ce match de gala. Dans une seule équipe qu'on a appelée
l'équipe de la nation qui va jouer contre l'équipe du Ralan. Il y aura les membres du gouvernement, le ministre de l'administration des territoires, Mori Kondé, avec Oumar Sylla Foni Kemengue, qui est le coordinateur national du FNDC. Il va jouer contre le président du avec le président du CNT. Le Ralan espère, après cette initiative, atteindre son objectif, puisque les acteurs concernés y adhèrent tous, selon son président. Les acteurs qui y vont, c'est eux qui peuvent bloquer ou débloquer la situation dans notre pays. Parce que s'ils disent non, nous autres, on n'a pas les possibilités, parce que eux qui nous disent, bon là, lundi, nous allons sortir et on sort. Donc ces acteurs-là, nous sommes allés vers eux directement, on les a expliqué l'objectif de notre initiative, ils ont adhéré, ils ont compris. Donc cela nous rassure déjà que nous allons atteindre cet objectif-là. Le match se tiendra demain samedi au stade Petit Sori de Nongo. L'initiative s'étendra également dans les différentes régions à l'intérieur du pays. Je vous le lançais au sommaire, souvent critiqué sur le plan national à cause des décisions incorrectes et incomprises. Les arbitres guinéens sont moins sollicités depuis quelques années pour officier les compétitions telles que la CAN. Le comité national peut inverser cette tendance. Mohamed Sissé, Boïba et Aboubakar Din Kamara. Du 27 juin au 1er juillet, 32 arbitres guinéens, dont 5 femmes, ont suivi des séances théoriques et physiques. À Conakry, les dernières évolutions sur les lois du jeu, les éventuels amendements se rapportant aux corps arbitraux sont entre autres les thèmes développés au cours de ce stage de perfectionnement animé par 2 instructeurs FIFA. C'est juste rehausser le niveau et nous permettre de comprendre les concepts. Chaque année, ça change au niveau des lois du jeu. Il y a des modifications qui viennent à tout moment et nous faisons la formation pour être au même niveau d'information que les autres arbitres. À travers ce stage, le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football pense que le besoin interne sera comblé et que la Guinée pourrait avoir des arbitres dans des compétitions de la CAF et de la FIFA. Vous n'êtes pas sans savoir, depuis un certain nombre d'années, nous n'avons pas d'arbitres dans les compétitions, je dis bien les grandes compétitions africaines. Donc nous allons continuer ce travail pour que ces arbitres soient qualifiés pour des compétitions comme la CAN. Donc c'est l'objectif que la fédération s'est assignée. Justement, un gros test pointe à l'horizon pour le corps arbitral guinéen après ce stage. Le meilleur sifflet de la saison dernière est choisi par la Confédération africaine de football pour diriger le match Sénégal-Libéria, comptant pour le premier tour des éliminatoires du CHAN 2023. À partir du moment où j'ai été désigné dans le pays comme meilleur arbitre de la saison, et je pense que la CAF ne fait que récompenser le travail qui a été fait dans le pays. Et donc, je dis c'est un sentiment de satisfaction et d'encouragement. La Guinée, à travers la commission des arbitres, poursuit donc les efforts pour regagner la confiance de la FIFA après la suspension en 2018 pendant 10 ans de Babaleno pour des faits de corruption. Et pour terminer, les travailleurs de Radio Espace Mamou seront officiellement en vacances à partir de ce vendredi 1er juillet. À cette occasion, le directeur régional de ce dernier, né du groupe Adafo Média, a décerné des satisfecits à l'ensemble de ses collaborateurs. Une manière pour Alpha Mamoudou Bari de féliciter et d'encourager toute l'équipe du travail gigantesque accompli au cours de cette saison. Abdoulaye Diallo nous fait le point. Après une année de dur labeur couronnée de succès, la direction régionale d'Adafo Média Mamou récompense son personnel. Au nombre de 9, ces journalistes et techniciens viennent de recevoir des satisfecits et des prix d'encouragement pour le travail accompli durant la saison. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça des récompenses parce que tout compte fait, je ne peux pas, eu égard à ce que chacun fait ici comme travail, comme don de soi, moi, je pense que je ne pourrais rien faire ici qui puisse les récompenser. C'était juste, disons, le geste de cet après-midi. C'était juste une manière pour moi, en tant que directeur régional, justement de montrer à chaque employé de la Radio Espace Mamou que j'étais fier justement de cette collaboration.
Pour les bénéficiaires, cette reconnaissance à leur égard les encourage davantage à mieux persévérer dans le travail pour le plaisir des auditeurs. Au nom des travailleurs, nous sommes très satisfaits et nous réitérons ici notre engagement à bien travailler l'année prochaine pour relever ce défi. C'est une réussite de toute l'équipe parce que la réussite, elle n'est jamais singulière. C'est toujours une équipe qui gagne. Donc je me dis que les défis sont énormes et nous devrons vraiment nous armer de courage pour que vraiment nous puissions les relever lors de la saison prochaine. Outre les responsables et travailleurs de la radio, le secrétaire régional du SPPG, les sages et certains auditeurs fidèles étaient également présents à cette cérémonie de remise. C'est une initiative que nous saluons, nous respectons et nous allons œuvrer à tel point que les autres directeurs des différentes radios ou bien des différents médias de Mamou fassent autant pour que nous, journalistes, nous nous sentons, n'est-ce pas, récompensés et que nous sentions que nos responsables, n'est-ce pas, sont contents de nous, sont contents du boulot que nous sommes en train de faire pour eux. La cérémonie a pris fin par des prières et bénédictions en faveur des travailleurs de tout le groupe Adafo Média, particulièrement ceux de Radio Espace Mamou, et aussi le souhait de meilleures vacances du directeur régional à l'ensemble de tous ses collaborateurs. Bonnes vacances donc à l'équipe de Espace Mamou. Voilà comment on se quitte au compte de cette édition d'information qui vous a été conduite aux opérations par Aboubakar Fote Souma, Jean-Marie Dembaduno, Cheikh Oumar Kaba, mais également Alia Kamara Sokra. Merci à l'équipe de montage, Almami Djoubaté et Pierre Ba Kamara, et à l'équipe de rédaction, Mohamed Damaro Kamara, Djibril Ba. L'été